Je vous propose de passer la parole à Mohamed El Manani. Vous êtes directeur d'une plateforme téléphonique qui gère des agendas professionnels, des professionnels de santé. Et votre témoignage va nous montrer comment vous avez fait évoluer votre offre en allant de la simple sous-traitance vers un accompagnement de la charge de travail des médecins, mais peut-être pas uniquement des médecins, des professionnels aussi. Vous avez la parole. D'accord. Bonjour. Donc Mohamed El Manani, je dirige une plateforme téléphonique que j'ai créée en 2004. Donc au démarrage, c'était effectivement de gérer les appels téléphoniques des médecins. Tout simplement, ils transfèrent leur ligne sur ma plateforme et j'ai des secrétaires pour répondre au téléphone afin d'organiser l'agenda des médecins. Voilà, donc je suis passé, on va dire, d'un volume où mon intérêt c'était que le médecin ait le plus de malades possible, le plus d'appels évidemment, puisqu'on était dans une logique de volume. Et c'était comme ça qu'on avait créé notre modèle économique et pérennisé notre affaire. Et puis, au fil du temps, évidemment, les centres d'appel se sont petit à petit délocalisés. Donc, on les retrouve de plus en plus au Maghreb notamment, ou un peu plus loin en Afrique, francophone. Et on a été confronté à des offres low cost qui nous attaquaient directement. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a aussi réfléchi à un nouveau modèle économique parce qu'on apercevait que le mur se rapprochait de plus en plus et que l'envie de changer également était importante au sein de notre organisation. Donc, par l'expérimentation de l'économie de la fonctionnalité, on a pu véritablement comprendre ce qu'était la base du travail qu'on faisait. Donc, on est revenu à la source de notre travail, qu'est-ce qu'on faisait exactement, et quelle était la richesse finalement de l'entreprise. Et on s'est rendu compte que la richesse de notre entreprise n'était pas uniquement dans le chiffre d'affaires qu'elle générait, les clients qu'elle avait, où souvent on dit les hommes uniquement de l'entreprise, mais surtout également sur la base de la connaissance qu'on avait pu acquérir et l'expérience qu'on avait. Et finalement, cette connaissance, on s'est rendu compte que on voyait des médecins qui étaient à la limite du burn-out. J'ai eu en l'espace de 10 ans d'activité un suicide. Quelqu'un de proche en plus avec qui je travaillais sur le modèle du futur, à savoir les prises de rendez-vous par Internet, des burn-out, des AVC, des crises cardiaques, enfin voilà. C'est une profession qui est vraiment en souffrance parce qu'elle est isolée, parce qu'elle est sous tension et qu'elle n'a pas tout simplement les espaces où elle peut exprimer son mal-être au travail, comme on peut l'avoir dans une entreprise avec des équipes, etc. Donc, et il se trouve que le seul lien qu'ils ont véritablement, c'est nous, puisqu'on est toute la journée au téléphone avec eux et qu'on gère leur agenda, donc on connaît leurs problématiques et on a les patients au téléphone, donc on sait qui vont voir également. Donc on s'est dit, c'est dommage de rien faire, de pouvoir rien faire finalement. Et c'est vrai que ce déclic de se dire, on a la capacité à la fois d'analyser la souffrance au travail, d'analyser les problématiques que vit le médecin parce que le cabinet est en forte tension. Et tout ça lié à l'échelle d'un territoire, parce que parfois on avait 3, 4, 5, 6 médecins côte à côte, et on voyait qu'il y en a un qui finissait à 22 heures et que l'autre à 17 heures, il n'avait plus rien. Et donc cet équilibre qu'on ne pouvait pas nous résoudre de gestion de flux, d'amener des patients chez un autre, etc., et de leur faire prendre conscience qu'il faut lever le pied, nous frustrait énormément. On a remis ça en place, on a redonné du sens dans le travail qu'on faisait à la fois à nos secrétaires et à nous-mêmes également, en se disant maintenant vous n'allez plus être là pour gérer uniquement les agendas et les remplir, vous allez être là pour essayer de comprendre comment on peut détecter un certain nombre de signaux faibles chez les médecins, et nous on va essayer par un mécanisme qu'on a mis en place, et des procédures assez complexes mais liées toujours à la captation de l'information, de savoir exactement comment agir auprès du médecin pour lui faire prendre conscience et comment mettre en place des plans d'action avec lui. Et de là, on a convaincu un certain nombre d'autres médecins de se dire comment on peut, à un moment donné, travailler ensemble. Alors très dur, parce que l'ancienne génération a l'habitude de se dire plus j'ai de patients et plus ça va. Donc, et de leur faire prendre conscience que maintenant il va falloir travailler et réfléchir à travailler en collectif, je me suis confronté là à un mur. Donc, on a essayé de réorganiser ça sous forme de cabinet, où là, on a essayé d'attirer des jeunes médecins qui, eux, se voient déjà différemment. Ils se voient pas, la médecine, c'est pas forcément un sacerdoce pour eux, mais comme des professionnels de santé. L'ancienne génération voit ça d'un autre côté, avec un sacerdoce, et c'est culturel. Et du coup, choc des générations. Donc, compliqué à les faire travailler ensemble aussi. Voilà, on était un peu le médiateur dans tout ça, et ça a pris du temps, évidemment. Mais aujourd'hui, on a les premiers résultats, ça tombe, ça marche. Et on a réussi à régler, en plus de ça, sur un territoire du côté de Valenciennes, une problématique de désert médical qui s'annonçait directement.
Alors quand je parle des problématiques de santé des médecins, j'ai pas d'outils aujourd'hui, moi, concrètement, pour me dire j'agis en prévention. Alors j'y réfléchis, on discute avec des médecins, ils me disent oui, il y a un statut qui s'appelle le médecin remplaçant temporaire. Ah, c'est super. Sauf que le médecin remplaçant temporaire, il peut venir qu'en période d'épidémie ou lorsque moi je suis malade. Ah oui, mais c'est trop tard. Bah oui, c'est trop tard. Donc comment faire? Faut bouger le statut. Mais là, on rentre après dans des discussions avec les présidents de conseil de l'ordre, etc. Comment réussir à faire changer les statuts, à bouger les lignes et tout ça. Et du coup, on commence de travailler en silo, on est passé à travailler en transversal. Et finalement, c'est là où on est en train de faire bouger un petit peu les lignes, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on est confronté forcément à des grandes difficultés parce que chacun est cramponné à son pouvoir, à ses décisions, etc. Et c'est un peu compliqué de faire bouger cette machine. Donc j'ai préféré aller moi sur le terrain, expérimenter avec des gens qui m'écoutent et qui sont conscients que on a peut-être des solutions à leur apporter. Et après, on va monter les strates pour aller voir les gens au-dessus en leur disant, regardez, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a aujourd'hui, on s'est réunis entre des organisations avec des médecins. On a un potentiel de 900 médecins remplaçants sur le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Qu'on a envie de changer un certain nombre de choses avec des responsables de territoire en leur faisant comprendre que c'est pas en installant ou en obligeant à installer un jeune médecin sur le désert médical qu'on va y arriver, mais en changeant l'angle, en se disant j'offre une permanence de soins aux habitants de la commune, et quitte à nous à organiser la venue de médecins remplaçants, peut-être 3 jours par semaine, 2 jours par-ci, 2 jours par-là, et d'offrir cette permanence de soins. Charge après au territoire, aux responsables associatifs, à l'écosystème d'entreprise, de rentrer en contact et de faire comprendre aux médecins qui viennent comment notre territoire est riche, comment notre territoire est beau, comment il peut être attractif pour pouvoir demain le convaincre de s'installer. L'autre problématique, c'est qu'on n'a pas pris conscience que les conjoints des médecins aujourd'hui travaillent. Donc, oui, difficile de se dire tiens, je vais quitter l'île pour aller m'installer dans le Ternois parce que moi je travaille et mon boulot me plaît. Donc si tu veux y aller, vas-y, mais voilà. Donc c'est difficile. Donc se dire aujourd'hui, est-ce que l'écosystème peut aussi trouver du travail au conjoint pour l'intégrer dans le projet de vie et d'installation, on est obligé d'aller chercher d'autres acteurs. Donc voilà, c'est tout ça qui est finalement l'émergence. Alors voilà, du low cost finalement, plutôt que de se batailler sur des prix, on est parti sur des services qui sont complètement différents, qui apportent finalement du lien et du sens au travail qu'on fait. Et ça nous a permis nous-mêmes dans l'entreprise de remettre le travail dans le bon sens. Et aujourd'hui, j'ai un turnover qui est très bas parce que toute mon équipe est tournée vers ce sens du service, de rendre service à des médecins. Ils n'auraient jamais imaginé. On a un peu changé, on va dire, les rapports. C'est-à-dire que le médecin tout-puissant, sa secrétaire qui... voilà. Et c'est maintenant les secrétaires qui aident les médecins au quotidien. Donc on a aussi changé ce rapport-là avec eux. Et ils sont fidèles à notre service, ils sont contents. Et du coup, nous, on a gagné des clients comme ça. Donc voilà, l'effet de levier a été assez puissant, au point de me dire que finalement, c'est bien d'être le seul Marocain à créer des centres d'appel en France, parce que je me dis, il y a peut-être des choses à faire. J'aurais pu aller à Casablanca, finalement, retrouver mes sources et mes origines, mais il y a peut-être de l'avenir à rester en France. Bravo. Merci.